podcast. La case de l'oncle Tom ou Scène de la vie des nègres en Amérique par Harriet Beecher Stowe. Adaptation radiophonique de Roger Pilaudin. Aujourd'hui, 5e épisode, Évangeline Sinclair. Avec le concours de Nathalie Nerval, Jacques Berthier, Renaud Marie, Joël Flatteau et des Fortins, Claude Harlet, Jacqueline Morane, Darling Légitimus, Liliane Vichenet, Monique Mélinan, Catherine Lecouet, Génie Alpha et Robert Lienson. Réalisation, Henri Soubeyran. Ce soir, le soir d'un jour d'été, revenons vers la ferme du Kentucky, à la case de l'oncle Tom, et voyons ce qui se passe chez ceux que nous avons quelque temps négligés. Monsieur Shelby, à demi renversé sur une chaise, les pieds posés sur une autre, fume le cigare de l'après-dîner. Madame Shelby travaille à un ouvrage de couture. Arthur, savez-vous que Chloé a reçu une lettre de Tom ce matin? Ah oui? Et comment va-t-il, ce bon vieux Tom? Il a été acheté par une excellente famille. Je crois qu'il est bien traité et qu'on ne le surcharge pas trop de travail. Eh bien, tant mieux, tant mieux. Ça me fait bien plaisir. Tom va se réconcilier avec les résidences du Sud. Bientôt, il ne songera même plus à revenir ici. C'est ce qui vous trompe, Arthur. Il demande au contraire si nous aurons bientôt assez d'argent pour le racheter. Ah, ça, je n'en sais rien. Quand les affaires commencent à mal tourner, on ne sait jamais quand ça s'arrêtera. Mais ne commencez-vous pas à y voir plus clair? Oh, on n'arrange pas les affaires comme Chloé prépare ses pâtés en croûte. Cette pauvre Chloé. Elle ne pense qu'au retour de son Tom. Rappelez-vous que nous lui avons promis de racheter Tom dès que nous le pourrions. Je suis désolé, Émilie, mais nous avons fait là une promesse un peu téméraire. Du moins, pour le moment, ne puis-je rien garantir. Mais enfin, je vous le déclare, mon ami, je me considère comme lié par les promesses que j'ai faites à ces malheureux. Si je ne puis avoir l'argent pour racheter Tom par vous, eh bien, je me le procurerai. Vous? Comment donc? Je ne sais, peu importe. Je donnerai des leçons de musique s'il le faut. Des leçons de musique? Vous voici dans les grandes résolutions héroïques. Nous raisonnez donc un peu ce don quichotisme. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est vous, Chloé. Eh bien, entrez donc. Je voulais montrer à madame ce lot de volailles. Je me demandais si madame ne serait pas bien aise d'avoir un pâté de poulet. Oh, mon Dieu, cela m'est bien indifférent. Faites comme vous voudrez, mère Chloé. Bien, madame. Bien. Madame, monsieur, je... Eh bien, qu'y a-t-il, Chloé? Avez-vous quelque chose d'autre à me dire? Oh, que madame me pardonne, mais pourquoi donc monsieur et madame cherchent-ils des moyens de gagner l'argent quand ils en ont un bon sous la main? Que voulez-vous dire, Chloé? Je ne vous comprends pas. Pourquoi garder à la maison tant de bouches à nourrir au lieu d'en louer quelques-uns comme font tous les autres maîtres? Eh bien, voilà une étrange proposition. Oh, je ne propose rien, madame. Seulement, il y a Samuel qui dit qu'il y a à Louisville des fabricants qui donneraient bien $4 par semaine pour avoir quelqu'un qui saurait faire la pâtisserie. Eh bien? $4. Oui, madame. Voyez-vous, madame, je pense qu'il est bien temps que Sally fasse quelque chose. Sally a toujours travaillé sous moi, mais maintenant, elle en sait autant que moi. Vous me proposez de louer Sally? Non, madame. Pas Sally. Moi, madame. Vous, Chloé. Vous voulez nous quitter? Oh, c'est que voyez-vous bien, madame. Si madame voulait me laisser aller à Louisville, je gagnerais de l'argent là-bas. Pour la pâtisserie, je n'ai craint personne. Et vous consentiriez à quitter vos enfants, Chloé? Et ils sont assez grands pour travailler. Et ça les prendrait soin de la petite. Louisville est bien loin d'ici.
Oh, ça me fait pas peur. Et c'est au bas de la rivière. Pas très loin de mon vieux mari, peut-être. Mais Chloé, c'est à plus de 100 miles de distance. Si loin? Vraiment? Enfin, cela vous rapprocherait un peu de lui. Et tout ce que vous gagneriez serait mis de côté pour son rachat. Oh, que vous êtes bonne, madame. Je pensais bien cela. Je n'ai besoin de rien. J'ai des souliers, des habits. Je pourrais mettre tout de côté, c'est sûr. Madame, combien y a-t-il de semaines dans l'année? 52, Chloé. 52? À $4 par semaine? Cela ferait combien de dollars, madame? Cela fait 208 $ par an. Ah? Vraiment? Et combien faudra-t-il d'années, madame, pour... 4 ou 5 ans. Mais cela ne sera pas aussi long. J'ajouterai. Oh, merci, madame. Comptez sur moi. Et j'aurai soin de votre famille. Et Chloé partit pour Louisville. La vie passe, jour après jour. Ainsi s'écoulèrent 2 années de l'existence de notre ami Tom. Il était séparé de tout ce que son cœur aimait. Il soupirait après tout ce qu'il avait laissé derrière lui. Et cependant, nous ne pouvons pas dire qu'il fût malheureux. Tom avait appris à se contenter de son sort, quel qu'il fût. Si la Bible, qui lui avait enseigné cette doctrine, elle lui semblait raisonnable et juste, elle était en parfait accord avec son âme pensive et douce. L'amitié de Tom et d'Eva avait grandi à mesure que l'enfant grandissait. Tom aimait Eva comme quelque chose de fragile et de terrestre, mais il la vénérait aussi comme quelque chose de céleste. L'enfant avait toujours été généreuse par une sorte d'impulsion instinctive, mais il y avait maintenant en elle quelque chose de touchant et de réfléchi qui révèle la femme. Elle aimait encore jouer avec les petits nègres, mais elle paraissait plutôt regarder leur jeu que d'y prendre part. Maman, pourquoi n'apprenons-nous pas à lire à nos esclaves? Quelle sotte question! Cela ne s'est jamais fait. Pourquoi cela ne s'est-il jamais fait? Puisque je sais. Pourquoi ne le fait-on pas, maman? Parce que cela ne servirait à rien. Cela ne servirait à rien? Eh non! Cela ne les ferait pas mieux travailler. N'est-ce pas un devoir pour tout chrétien, maman, de lire la Bible? Puisqu'ils peuvent se la faire lire autant qu'ils veulent. Ce n'est pas pareil. Et puis, s'ils n'avaient plus personne un jour pour la leur lire... Eh va! Vous avez de ces questions. Cette pauvre mamie, par exemple, elle serait heureuse de pouvoir la lire. Que fera-t-elle quand je ne pourrai plus la lire pour elle? Oui. Vous aurez bientôt autre chose à quoi penser. Vous ne pourrez pas lire la Bible à vos esclaves toute votre vie, Eva. Mais maman... Oui, c'est bien. Vous n'êtes qu'une enfant et vous ne connaissez rien à tout cela. Maman... Ne me questionnez plus. J'ai mal à la tête. Ce fut vers cette époque qu'Alfred, le frère de Saint-Clar, vint avec son fils Henri, jeune garçon de 13 ans, passer un jour ou deux dans la propriété Saint-Clar. Voici votre joli poney, mademoiselle. Merci, Tom. N'est-ce pas qu'il est joli, mon poney, Henri? Si vous saviez comme il est doux... Vous allez voir mon nouveau cheval arabe, ma cousine. Il est aussi noir que votre poney est blanc. Regardez-le. Voici Dodo qui me l'amène. Mais Dodo, mais tu n'as pas étrillé mon cheval ce matin? Mais il est plein de poussière, enfin. Pardon, monsieur. Juste comme je sortais de l'écurie, le cheval... Oh, tais-toi, canaille. Oh, je t'ai pas permis d'ouvrir la bouche, toi. Monsieur Henri, mais c'est pas ma faute. Oh, tiens.
Ça t'apprendra. Oh, genou, canaille. Oh, chien, impudent. Oh, ça t'apprendra à me répliquer. Ramène ce cheval et pense-le soigneusement maintenant. Je t'en mettrai à ta place, moi. Henri? Mon jeune monsieur, je sais ce qui s'est passé. Le cheval s'est roulé par terre en sortant de l'écurie. C'est un cheval très nerveux. C'est comme cela qu'il a attrapé toute cette poussière. Mais je puis vous dire que j'étais là quand Dodo l'a pensé. Vous taisez-vous, je vous ai rien demandé. Je suis désolée, ma cousine, que ce vilain drôle ait pu vous... Mais qu'avez-vous? Vous êtes bien pâle. Asseyez-vous ici. Il ne tardera pas à revenir. Je n'ai plus envie de faire cette promenade. Mais enfin, c'est vous-même qui me... Comment avez-vous pu être si cruel et si méchant avec ce pauvre Dodo? Méchant? Mais enfin, chère Eva... Oh, je ne veux pas que vous m'appeliez chère Eva quand vous vous conduisez ainsi. Mais cousine, vous ne connaissez pas Dodo. Vous venez de le battre et il ne le méritait pas. Ça compensera pour les fois où il le mérite sans l'être. Avec Dodo, croyez-moi, cousine, les coups ne sont jamais perdus. Mais, puisque je vois que ça vous fait de la peine, eh ben, je ne le battrai plus devant vous. Tiens, le voici. Bon, eh bien, cette fois, c'est bien. Allez, en selle, cousine. Dodo, tiens le cheval de Miss Eva pendant que je l'aide à se mettre en selle. Oui, monsieur. Oui, oui. Voici les rênes, chère cousine. Merci, Dodo. Vous êtes un brave garçon. Merci, mademoiselle. Ici, Dodo. Allez, viens, prends cette pièce. Tu t'achèteras du sucre candy. Allez. Merci, monsieur. Allez, cousine, en route. Eh bien, votre fils promet, mon cher Alfred. C'est ce qu'on peut appeler une éducation républicaine. Oh, Henri est un vrai diable quand il se met en colère. Et vous approuvez cela? Bon, que j'approuve ou non. D'ailleurs, ce Dodo est un drôle. Une volée de coups de cravache ne peut lui faire de mal. Bien sûr, les coups de cravache lui feront plus facilement entrer dans la tête la première ligne du catéchisme républicain. Tous les hommes sont nés libres et égaux. Encore une de ces bêtises sentimentales que Jefferson est allé pêcher en France. On fera bien de retirer ces idées-là de la circulation. On ferait bien, en effet. Libres et égaux. Non, quelle blague. Que les gens de même condition et les mêmes droits, ça va de soi. Mais la canaille. Vous savez, cher Augustin, il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous dit de cette farce républicaine à la française. C'est que la canaille française l'a prise assez au sérieux, elle. Souhaitez que la nôtre épouse vos opinions. C'est pourquoi il faut la tenir à bas, sans relâche. Il faut piétiner leurs prétentions. Gardez-vous de diminuer la pression, Alfred. Vous pourriez faire une fameuse glissade. Comme à Saint-Domingue, par exemple. Eh bien, ici, nous saurons y prendre garde et nous opposer à toutes ces tentatives d'instruction, d'éducation que l'on prétend faire maintenant. Pour rien au monde, il faut que les nègres soient instruits de ce qui se passe ailleurs. Je crains qu'il ne soit trop tard pour parler ainsi, Alfred. Ils s'éduquent eux-mêmes, et sûrement pas dans un sens qui nous soit favorable. Notre système actuel est trop brutal, trop barbare. Avec des hommes, nous faisons des bêtes. Attention, si jamais ils ont le dessus... Ils n'auront jamais le dessus, Augustin. Vous croyez qu'on peut chauffer une machine sans jamais soulever la soupape? Vous verrez ce qui arrivera. Oui, nous verrons. Nous ne verrons rien du tout. Car je ne craindrai pas au besoin de m'asseoir sur la soupape et de peser dessus, tant que la chaudière sera solide et que la machine fonctionnera. Les nobles de Louis XVI faisaient les mêmes réflexions, et l'Autriche et Pie IX. Mais un beau matin, vous vous retrouverez les 4 fers en l'air quand la machine sautera. Ah, pensez-vous. Je vous dis, moi, que si l'on peut faire actuellement quelques prévisions, c'est celle du prochain soulèvement des masses et du triomphe des classes inférieures qui deviendront les supérieures. Ah, quelle stupidité. Tu Dieu, Augustin. Vous êtes un vrai clubiste rouge. En tout cas, quoi qu'il arrive, j'espère que je serai mort avant le jour qui verra l'avènement de vos mains sales. Que vous le vouliez ou non, Alfred, sales ou non, ces mains vous gouverneront à leur tour et vous aurez des législateurs comme vous aurez su en faire. La noblesse française a voulu avoir un peuple de sans-culottes, et bien maintenant c'est un gouvernement de sans-culottes qu'elle a. Et Haïti... Haïti. Mais de grâce, Augustin, n'en avez-vous pas assez avec ce misérable Haïti? Si les Haïtiens avaient été des anglo-saxons, les choses ne seraient pas passées ainsi. Les anglo-saxons seront toujours la race dominatrice du monde. Hey,
Mais savez-vous qu'il y a déjà pas mal de sang anglo-saxon dans les veines de nos esclaves? Et même bon nombre d'entre eux n'ont plus grand-chose d'africain dans les veines. Oui, si le tocsin de Saint-Domingue sonne chez nous, ce sera vraiment la race anglo-saxonne qui dirigera la révolte. Les fils des hommes blancs ne se laisseront pas toujours vendre, acheter, livrer. Ils se lèveront et ils soulèveront avec eux la race maternelle. Sottise que tout cela. Oui, c'est ce qu'on dit depuis longtemps. Déjà du temps de Noé, ils mangeaient, ils buvaient, ils plantaient, ils bâtissaient. Et ils ne s'apercevaient pas que le flot montait pour les prendre. Mais dites donc, vous feriez un sacré propagandiste, Augustin. Allez, ne craignez rien pour nous. Nous avons la force. Cette race est par terre, elle y restera. Oui. Et des enfants comme votre Henri seront sans doute d'excellents gardiens. Ils sont si calmes. Ils se possèdent si bien. Le proverbe dit pourtant, ceux qui ne savent pas se gouverner ne savent pas gouverner les autres. Oui, c'est un des inconvénients de notre système, l'éducation de nos enfants. Je vous l'accorde. Ils donnent trop librement cours aux passions. Henri m'inquiète parfois. Il est généreux. Mais quand il est excité, c'est une véritable tempête. Il faudrait que je l'envoie quelque temps dans le Nord, où il verra plus de ses égaux et moins de ses inférieurs. Il y apprendra à obéir, lui qui ne sait que commander. Ce que vous avouez là est bien une preuve que notre système est mauvais. Mais il a ses avantages et ses inconvénients. Il nous donne des enfants mâles, courageux. Enfin, Henri a un sentiment plus vif de la vérité depuis qu'il voit que le mensonge est le lot ordinaire de l'esclavage. Oui. Oui, tout ce que nous disons là ne sert strictement à rien. Et nous avons parcouru 50 fois cette vieille route sans jamais aboutir. En vérité, Augustin, si j'étais vous, je ferais une chose. Voyons. J'élèverais et j'instruirais mes esclaves comme échantillons. Allons, Alfred. Que dites-vous là? Autant vaudrait placer sur eux le mont Etna et leur dire de se déplacer. Un homme ne peut rien contre la société. Pour que l'éducation soit efficace, il faut qu'elle vienne de l'État. Il faudrait au moins que l'État n'y mette point d'entrave. Tenez, voici les enfants qui reviennent. Mon Dieu, que votre fille est jolie, Augustin. Elle fera un jour le désespoir de bien des cœurs. Eva, vous n'êtes pas trop fatiguée? Non, papa. Vous avez galopé bien vite, il me semble. C'était si amusant. Ah, la cloche du dîner. Ne tardez pas. Je regrette bien de ne rester ici que 2 jours. Si j'étais plus souvent avec vous, Eva, je crois que j'essaierais de devenir meilleure, de ne plus battre Dodo. Vous savez, je ne suis pas aussi mauvais que vous le pensez. Dodo n'est pas malheureux, je l'habille bien. De temps en temps, je lui donne quelques sous. Vous trouveriez-vous heureux, Henri, s'il n'y avait personne autour de vous pour vous aimer? Moi? Non, bien sûr. Eh bien, vous avez pris Dodo à tous ceux qui l'aimaient. Et maintenant, plus personne ne lui donne d'affection. Je sais bien, mais ce n'est tout de même pas moi qui vais l'aimer. Pourquoi pas? Aimer Dodo? Est-ce que vous aimez vos esclaves, Eva? Bien sûr. Mais c'est une folie. La Bible ne dit-elle pas qu'il faut aimer tout le monde? Oh, la Bible. On dit beaucoup de choses dans la Bible, mais personne ne les fait. Eh bien, mon cher cousin, aimez Dodo, par égard pour moi, et soyez bon pour lui. Ma cousine, croyez-moi, il faut appeler un médecin. Eva n'est pas bien. Depuis 2 jours, cette fièvre qui ne tombe pas. Je ne la trouve pas mal du tout. Il y a 2 jours encore, elle courait. Elle jouait avec son cousin. Mais elle a une toux bizarre. Oh, ma chère, j'ai toussé toute ma vie, moi. N'allez pas vous inquiéter pour une toux, ce n'est rien. Mais cette faiblesse, cette respiration courte... Je connais cela. J'ai eu cela pendant des années. C'est nerveux. Purement nerveux. Il est vrai, cousine, qu'Eva est bien délicate. Elle a grandi si vite que la croissance l'a épuisée. Elle est dans une période critique. Mais ce qui l'accable surtout maintenant, ce sont les chaleurs. Et puis, elle s'est trop fatiguée avec son cousin.
Père Tom, je comprends bien pourquoi Jésus-Christ a voulu mourir pour nous. Pourquoi, Miss Eva? Parce que je sens que je l'aurais voulu aussi. Comment? Sur le bateau. Vous vous souvenez? Oui. Quand je vis ces pauvres créatures enchaînées, les unes sans leur mari, d'autres sans leur mère, des mères sans leurs petits-enfants, je sentis que je mourrais avec joie si ma mort pouvait mettre fin à toutes ces misères. Oui, je voudrais mourir pour eux. Eh bien, Tom, vous avez vu Miss Eva? Oui, mamie. Oh, il n'y a plus rien à faire pour essayer de la retenir parmi nous. Le Seigneur lui a mis sa marque sur le front. C'est ce que j'ai toujours dit. Elle n'a jamais ressemblé aux enfants qui doivent vivre. Eva, chérie, vous êtes mieux depuis quelques jours, n'est-ce pas? Papa, il y a bien longtemps que je veux vous dire quelque chose. Ne vous fatiguez pas, Eva. Nous parlerons quand vous serez tout à fait rétablie. Non, je veux vous le dire maintenant, avant que je ne sois trop faible. Qu'est-ce que c'est, Eva? Vous n'allez pas vous décourager. Il faut que je m'en aille, Père. Loin, très loin. Mais qu'as-tu donc? Pourquoi es-tu si triste? Dis-le-moi, Eva. Dis-le-moi. Écoutez, papa. Ce sont vos esclaves qui me rendent triste. Ils sont tous si bons, si tendres avec moi. Je voudrais qu'ils soient libres. Mais, chère petite, tu sais bien qu'ils sont heureux chez nous. Oui, mais s'il vous arrivait quelque chose, que deviendrait-il? Est-ce qu'il n'y a vraiment pas moyen de rendre la liberté à tous nos esclaves? C'est bien difficile à faire, mon enfant. Je le désirerais de tout mon cœur, mais... Pour l'amour de moi, papa, vous ferez cela? Dites, vous penserez à moi quand je serai morte? Dites... Morte? Mais que vas-tu dire, mon enfant? En voilà des pensées. Tom aussi aime ses enfants. Dites, promets-moi que Tom aura sa liberté quand je serai partie. Tout ce que tu veux, Eva. Tout ce que tu veux. Je vous ai fait venir, mes amis, parce que je vous aime. Et j'ai quelque chose à vous dire dont il faudra vous souvenir. Dans quelques jours, vous ne me verrez plus. Écoutez bien, c'est de vos âmes que je parle. Rappelez-vous qu'il y a un autre monde que celui-ci, beaucoup plus beau. C'est là que je vais. Vous pourrez y venir aussi. Ce monde-là est fait pour vous aussi bien que pour moi. Mais si vous voulez y aller, il faut que vous viviez en chrétien. Si vous êtes chrétien, Jésus vous assistera. Faites de votre mieux. Et j'espère que je vous verrai tous au ciel. Amen. Je vais vous donner à chacun quelque chose qui, quand vous le regarderez, vous fera penser à moi. Oh, c'est bien peu de choses. Une boucle de mes cheveux. Approchez. Merci. Mamie. Tiens. Merci. Toi. Tiens, prends. Tiens. Tenez, Père Tom. En voici une belle pour vous. Oh, merci, Miss Eva. Oh, je suis bien heureuse de penser que je vous reverrai au ciel. Oh, Miss Eva,
Comment pourrais-je vivre sans vous? Sortez maintenant. Sortez tous. Laissez Miss Eva se reposer. Vous aussi, mon cousin. Je ne peux pas. Je ne peux pas supporter cette idée. Augustin, soyez courageux. Dieu n'agit-il pas avec les siens comme il lui plaît? Si vous croyez me consoler en me disant cela... Papa, Oui. Vous ne m'avez pas donné de boucle à moi? celles-ci sont pour vous et pour maman. Vous en donnerez une aussi à cousine Ophélia. Oh, papa, vous êtes si bon. Je ne sais pas comment vous pouvez vous empêcher d'être chrétien. Qu'est-ce que c'est que d'être chrétien, Eva? C'est d'aimer le Christ par-dessus toute chose. Le Christ? Mais vous ne l'avez jamais vu. Ça ne fait rien. Je crois en lui. Et dans quelques jours, je le verrai. Je le verrai. Eh bien, Père Tom, vous couchez par terre à présent? Les nuits sont fraîches sous cette galerie. Plus bas, Miss Ophélia, plus bas. Il ne faut pas que Monsieur Sinclair entende. Vous savez, Miss Ophélia, je dors ici devant la porte de Miss Eva parce qu'il faut que quelqu'un veille pour le fiancé. Que voulez-vous dire, Tom? Vous savez ce que dit l'Écriture? À minuit, un grand cri fut poussé. Voyez, le fiancé arrive. C'est ce que j'attends chaque nuit. Je ne pourrais pas dormir si je n'étais pas à portée de la voix. Mais qu'est-ce qui vous fait songer à cela, Tom? Les paroles de Miss Eva. Le Seigneur envoie des messagers à son âme. Il faut que je sois ici, Miss Ophélia, parce que lorsque cet enfant entrera dans le royaume, les anges ouvriront si large la porte du ciel que nous pourrons en contempler toute la gloire, Miss Ophélia. Miss Eva s'est-elle plainte la nuit dernière? Non. Non, mais elle m'a dit ce matin que la mort approchait. Ce sont les anges qui disent cela à l'enfant. C'est le son de la trompette avant le point du jour. Et maintenant, adieu, ô bien-aimé. Les portes étincelantes, les portes éternelles se sont refermées sur toi. Ton doux visage, nous ne le verrons plus. Oh, malheur à ceux qui t'ont vu monter dans les cieux. Malheur à eux quand ils se réveilleront et qu'ils ne retrouveront plus que les nuages froids et gris de la vie quotidienne. Ô toi, absente pour toujours. La famille Sinclair retourna bientôt à la ville. Ils quittèrent donc l'habitation, le jardin et le petit tombeau et revinrent à la Nouvelle-Orléans. Sinclair essaya de noyer son chagrin dans une agitation effrénée. Tom, qui ne quittait plus son maître, l'avait vu entrer dans la bibliothèque, avait longtemps épié sa sortie et s'était enfin décidé à y entrer lui-même. Sinclair était étendu sur un sofa, le visage tourné contre terre, la Bible d'Eva ouverte devant lui. C'est vous, Tom? Oui, maître. Mon pauvre Tom, le monde est bien vide. Je le sais bien, maître. Mais si mon maître voulait seulement regarder en haut, où est notre chère Eva et le Seigneur Jésus? Hélas, que ne puis-je voir? On dirait vraiment qu'il a été donné seulement aux enfants et aux pauvres gens comme vous, Tom, de voir ce que nous ne pouvons voir, nous.
Tu t'es caché aux habiles et aux sages, et tu t'es révélé aux petits enfants. Et tu as agi ainsi, ô Jésus, parce que cela a paru bon à tes yeux. Oh, Tom, comme je voudrais croire à cette Bible, comme je le voudrais. Mais je ne puis. Oh, cher maître, priez le bon Dieu. Dites, Seigneur, je veux croire. Tout ce bel amour, toute cette foi, ce n'est peut-être qu'une de ces phases fugitives du sentiment humain. Rien de réel sur quoi l'on puisse se reposer. Un souffle. Plus d'Eva, plus de ciel, plus de Christ. Rien. Si, ô maître. Tout cela est, j'en suis sûr. Comment savez-vous qu'il y a un Christ? Je l'ai senti dans mon âme. Tenez, maître, quand je fus vendu, arraché à ma vieille femme et à mes enfants, cela me brisa. Il me sembla que tout était fini pour moi, qu'il n'y avait plus rien pour moi. Mais le Seigneur se tint à mon côté et me dit, « Tom, ne crains rien. » Et il apporta la lumière et la joie dans mon âme. Il y fit la paix. Et je suis heureux, et j'aime tout le monde, et je sens que je veux être au Seigneur et faire sa volonté, et devenir ce qu'il veut que je sois. Et je sais bien que tout cela ne pouvait pas venir de moi, qui ne suis qu'une pauvre créature, et il fera tout aussi pour mon maître. Vous m'aimez, Tom? Oh oui, et je bénirai le jour où je pourrai donner ma vie pour vous voir chrétien. Je ne suis pas digne de l'amour d'un honnête cœur comme le vôtre, Tom. Si mon maître voulait seulement prier. Qui vous a dit que je ne priais pas? Oh, est-ce que je... Mais à qui adresser mes prières? À qui? Il n'y a rien. Rien. Tom. Oui, maître. Je vais faire de vous un homme libre. Vous pourrez bientôt retourner dans le Kentucky. Oh, Dieu soit béni, mon bon maître. Vous semblez bien heureux de partir. Vous n'étiez pas si malheureux ici. Oh non, maître, mais c'est d'être un homme libre qui fait ma joie. Ne pensez-vous pas que vous êtes plus heureux comme cela que si vous étiez libre? Non, non, certainement pas, monsieur Sinclair. Avec votre travail, vous ne seriez jamais parvenu à être vêtu et nourri comme vous l'êtes chez moi. C'est vrai, monsieur. Mais monsieur, j'aimerais mieux une pauvre maison, de pauvres vêtements, tout pauvre, voyez-vous, et à moi, que d'avoir bien meilleur, mais à un autre. Est-ce que ce n'est pas naturel, monsieur? Sans doute, Tom, sans doute. Eh bien, d'ici un mois, vous me quitterez. Oh, je ne partirai pas tant que mon maître sera dans la peine. Tant que je serai dans la peine? Et quand ma peine sera-t-elle finie? Comment finirait-elle? Le savez-vous? Quand monsieur Sinclair sera chrétien. Et vous avez l'intention de rester avec moi jusque-là? Allez, brave Tom, je ne vous garderai pas si longtemps. Laissez-moi. Je vous dérange, cousin? Non, Ophélia. Vous étiez en grande conversation avec l'oncle Tom? Oui, il veut me convertir. La chose serait plaisante, ne croyez-vous pas? J'ai l'intention de lui rendre sa liberté, je l'ai promis à ma chère Eva. Eh bien, savez-vous ce qu'il vient de me dire? Qu'il resterait avec moi tant que je ne serai pas chrétien. Heureusement qu'il m'a dit aussi sa joie à l'idée de bientôt nous quitter. Je n'aime pas vous entendre parler ainsi. Au fait, cousin, vous parlez de libérer Tom. Mais avez-vous songé à vos esclaves en cas de mort? Ma foi non, je compte m'en occuper un de ces jours. Un de ces jours? Oui, d'ici quelque temps. Et si vous mouriez d'ici là? Mes cousines en voilà des idées. Qu'est-ce à dire? Me trouvez-vous des symptômes de fièvre jaune ou de choléra? Pourquoi me poussez-vous avec tant de persévérance à faire ces arrangements en cas de mort? Parce que, cousin, en pleine vie, nous sommes dans la mort. La mort.
La mort, il est vraiment étrange qu'il y ait un tel mot et une telle chose, et que nous l'oublions toujours. Je crois que je vais sortir un peu ce soir. C'était une splendide soirée. Tom regardait le jet d'eau dont l'écume s'argentait sous les rayons d'un magnifique clair de lune. Il écoutait le murmure des eaux. Il pensait à sa famille et à sa maison. Il se disait que bientôt il serait libre et que bientôt il pourrait les revoir. Il se disait qu'à force de travail, il achèterait sa femme et ses enfants. Il éprouvait une sorte de joie à sentir les muscles de ses bras puissants, en songeant que bientôt ses bras seraient à lui et qu'il conquerrait la liberté de sa famille. Il pensa encore à cette belle Évangéline maintenant parmi les anges. Il s'endormit et il rêva qu'il la voyait venir à lui, légère et bondissante comme autrefois. Tom, réveillez-vous. Oui. Un malheur est arrivé. Des gens viennent d'apporter Monsieur Sinclair grièvement blessé. Seigneur, où est-il? Dans le salon. Mon Dieu, il me faut annoncer la nouvelle à ma cousine. Allez vers lui, Tom. Allez. Monsieur Sinclair. Monsieur Sinclair. Tom. Pauvre vieux Tom. Maître. Que s'est-il passé? Monsieur Sinclair était au café à lire le journal. Une querelle s'est élevée entre deux hommes pris de boisson. Monsieur Sinclair et quelques personnes ont voulu les séparer. C'est en essayant de désarmer l'un d'eux qu'il a reçu un coup de couteau dans le côté. Monsieur Sinclair, voulez-vous un prêtre? Non. C'est inutile. Maître. Maître. Et ma liberté. Pardon, Tom. C'était La case de l'oncle Tom ou Scène de la vie des nègres en Amérique par Harriet Beecher Stowe, adaptation radiophonique de Roger Pilaudin. Aujourd'hui, 5e épisode, Évangéline Sinclair. Avec le concours de Nathalie Nerval, Harriet Beecher Stowe, Jacques Berthier, Arthur Shelby, Renaud Marie, Augustin Sinclair, Joël Flatteau, Henri Sinclair, Eddie Fortin, Dodo, Claude Harlet, un homme, Jacqueline Moran, Emily Shelby, Darling Legitimus, Chloé, Liliane Vichenet, Évangéline Sinclair, Monique Mélinan, Marie Sinclair, Catherine Lequet, Ophélia Sinclair, Jenny Alpha, Mamie, et Robert Liensol dans le rôle de l'oncle Tom. Bruiteur, Robert Maufra. Chef opérateur du son, Jean Jusforgue. Collaboration technique, Claude Oberlé. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Henri Soubéran.